Très heureuse de retrouver John Kolela aujourd'hui dans Spécial Débat. Ça fait vraiment un bail que je ne l'ai pas reçu. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons le recevoir. C'est un ancien député, c'est une réalité. Et moi, j'étais vraiment déçue qu'il ne soit pas réélu en 2019 parce que c'était vraiment une intelligence de mon pays. Et avec lui, nous allons débattre comme à l'accoutumée. Hein. C'est vraiment de quelques temps forts de l'actualité de notre pays. Très heureuse de vous retrouver, John Kolela. Merci, Madame Paulette. Le plaisir est partagé. Moi aussi, vous me manquez beaucoup. Je vous suis à distance. Et je tiens à vous féliciter d'abord parce que je sais ce qui vous est arrivé. Toutes les injustices contre vous. Même sur les réseaux sociaux, j'étais en train de lire. Je trouve que la société devrait savoir que nous tous, on ne peut pas émettre sur la même longueur d'onde. Et je félicite votre courage parce que vous continuez à aider le chef de l'État autrement. Vous êtes une lampe témoin qui s'allume au moment où vous estimez qu'il y a une nécessité que la République soit à la bonne place. Donc, depuis que nous sommes dans notre régime, depuis que Félix est au pouvoir, j'apprécie vos analyses, vos appréciations. C'est vrai qu'on ne peut pas être d'accord à 100%, mais si déjà vous êtes à 70%, c'est suffisant parce que vous aidez votre République. John Kolela, on dit souvent que à chaque législature, à chaque mandature, la qualité est en train de baisser. Le Congolais remarque. Vous étiez à la législature passée et aujourd'hui, beaucoup de Congolais disent que cette législature, en tout cas, ça ne va pas. Est-ce que vous avez la même lecture? Oui, c'est la même lecture. Beaucoup plus, c'est ce qui est à la base de cette qualité de production de la législature. C'est parce que les gens veulent se faire fanatiques des individus. Nous sommes des êtres humains avec des forces et des faiblesses. Nous devrons comprendre qu'avant nos partis politiques, avant nos chefs, avant nos autorités morales, il y a d'abord la République qui est devant nous. Et que si aujourd'hui je peux être député, demain je ne le serai pas, il faut que je fasse le travail de sorte qu'au moment où je ne serai pas député, je puisse au moins bénéficier de ce que j'aurais fait quand j'étais député. C'est ce qui nous manque très souvent. Parfois, nous arrivons à tomber dans le fanatisme parce que nous aimons les individus au lieu d'aimer la République. Alors, tout cela fait défaut. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les deux grandes maladies des Congolais, c'est le faible niveau de patriotisme et l'inaptitude à la démocratie. Ça nous fait beaucoup souffrir. C'est ce qui est à la base de beaucoup de maux que nous sommes en train de traverser. Nous restons un peu en République démocratique du Congo. Ce matin, j'ai lu le tweet de mon confrère Stani Boujakera, que je salue, qui a eu des échauffourées au Kasaï. Le nom des tribus, je vais le retrouver tout à l'heure, mais il a dit que c'est quelque chose de récurrent depuis il y a 2 siècles déjà, ce conflit foncier entre les Bénas, je vais retrouver ça tout à l'heure. Alors, je voudrais bien comprendre comment nos ancêtres réglaient les différents fonciers qu'on avait. Parce que ce n'est pas seulement au Kasaï, hein, c'était en Ituri, entre les Lema et les Lendou, et partout, il y avait toujours des problèmes. Comment nos ancêtres, nos aïeux, réglaient les fonciers? Oui, très souvent, c'était sous l'arbre à palabre, parce qu'en son temps, nous n'avions pas de justice. Nos ancêtres prenaient le temps de parler les uns avec les autres pour comprendre que nous avons intérêt à vivre ensemble avec nos divergences que de nous diviser davantage. Donc, je pense que c'est ce qui manque à la jeunesse d'aujourd'hui, parce que la plupart des gens qui sont là, qui font des problèmes, vous trouverez que ce sont des problèmes qui peuvent se résoudre juste avec des conseils, juste avec des négociations, mais vous trouverez que des gens sont prêts à prendre les armes pour s'entretuer inutilement. Je crois que si Attendez, je vais vous couper un peu pour lire le tweet pour que nous ayons vraiment l'information complète. Au Kasaï oriental, des violents affrontements ont opposé les habitants du groupement de Bena Kapouya à ceux de Bena Chimba, jeudi 15 avril, occasionnant des incendies de villages. Une femme blessée à la machette est décédée alors qu'on l'acheminait à l'hôpital de Bibanga. C'est un vieux conflit foncier qui date de 1892. Le secteur de Baloubal ou Bilangi a 3 groupements, les Bena Kapouya, Bena Mouembia et Bena Chimba. Les Bena Kapouya ont toujours des prétentions sur les terres des Bena Chimba, disent autorités locales. Voilà pour la précision. Donc, vous pouvez répondre. Donc, c'était sous l'arbre à palabre. Exactement. Vous avez tout bien prononcé, à part Bena Chimba. Je pense que moi, c'est Bena Chimba. Chimba. Oui, exactement. Ok, merci. D'accord. Je crois que c'est parce que ces conflits-là ont pour origine, d'ailleurs, même au niveau provincial, parfois, on en parle entre les uns et les autres. J'espère que ça fera aussi partie de notre conversation. C'est parce que parfois, il y a les gens, comme vous dites, qu'il y a les uns qui veulent se considérer supérieurs aux autres. Et c'est là qui est à la base de beaucoup de conflits. Vivant tout simplement comme des êtres humains créés à l'image de Dieu,
On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, en plein 21e siècle, penser que certains peuvent être plus supérieurs aux autres, pensant qu'ils peuvent dominer. C'est cette domination-là, ou bien cette mauvaise lecture pour dire que les uns ne respectent pas notre culture, alors nous devrons nous rendre justice nous-mêmes. Cela ne peut pas résoudre nos problèmes. C'est vrai que les limites sont tracées depuis la période coloniale, quoique les conflits durent depuis plusieurs années, même en 1800. Mais du moment où on a déjà tracé des limites des uns et des autres, je crois que c'est de la bonne foi tout simplement de respecter ce qui est tracé et que les uns et les autres peuvent vivre en paix. Je crois que si Hitler, Adolphe, avait une classification des races pour dire qu'il y avait une race supérieure aux autres, je pense que c'est ce qui était à la base de la Arienne, exactement, à la base de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle. Il faut que les uns et les autres puissent mettre de l'eau dans leur vin, comprendre que nous ne pouvons pas être tous les mêmes, nous ne pouvons pas tous avoir la même culture, nous ne pouvons pas tous avoir les mêmes comportements, mais dans une certaine mesure, c'est cette diversité-là qui fait vivre le monde et que nous devrons nous adapter pour vivre ensemble dans la paix. Nous adapter, mais ça doit être réciproque, un respect mutuel. C'est vrai que vous voulez revenir sur le propos de Mme Dominique Mounongo, je le sens et je vous vois venir. Est-ce que quand vous l'avez suivi, est-ce que ces propos étaient aussi choquants en tant qu'intellectuel, sans émotion, sans a priori? Avait-elle dit quelque chose de mal qui vous a choqué personnellement? C'était une émission que j'ai beaucoup appréciée, sincèrement, une émission par rapport à son sujet, à la pertinence des questions que vous avez posées. Mais cela n'empêche que sur les 100%, même 2% peuvent avoir été déviés de la réalité. Okay. Le propos de Mme Dominique Mounongo, que j'apprécie beaucoup, c'est une grande sœur pour moi, avec qui j'ai passé beaucoup de moments, parce que nous sommes dans la même circonscription électorale de l'ICASI. Ah, okay. On a eu toujours à échanger. Elle fut bourgmestre, alors que moi, j'avais certains besoins auprès d'elle, que je partais même demander. L'émission, sur 100%, je peux dire que les 97%, c'était une très bonne émission et les sujets étaient très pertinents pour aider nos jeunes que nous sommes. Même l'exemple qu'elle avait donné par rapport à quelqu'un au niveau de l'ANER pour les origines. Un jeune qui ne connaît pas d'où il est venu, ne connaît pas le nom de sa grand-mère. Et surtout que c'était le mois de la femme, c'était une femme qui parlait pour clôturer ces mois. J'ai beaucoup aimé. Vous savez ce que Mme Dominique Mounongo a dit? Vous aussi, vous avez eu à le dire en son temps, mais personne ne vous a attaqué pour ça. Israël Mutomboï allait dire à son temps, personne ne l'avait attaqué pour ça. Plusieurs autres personnes, mais tout dépend de la manière dont on présente la chose. Ok, c'était la manière en fait. Exactement. La manière de présenter la chose n'était pas celle-là, parce que vous savez, quand elle parle sur les Kassaïens, regardez, vous pouvez révisionner. C'était ces mimiques qui vous ne vont pas plus, sa gestuelle ou ses expressions? Il y a d'abord la gestuelle. Okay. Il y a aussi le fait que, parce que c'était dans un contexte bien donné. Okay. Vous parliez d'un sujet qui concernait la culture. Okay. Et là, elle s'est attaquée à une communauté particulière pour dire que voilà les gens qui viennent, qui ne respectent même pas les lois. Je me suis posé la question, quelle est la loi que les Kassaïens qui sont au Katanga ne respectent pas? Il n'y a que les Kassaïens seuls qui ne respectent pas, que les Katangais respectent, par exemple. Elle dit que parce qu'ils mangent le chien. Oui, on mange le chien, on n'impose pas aux Katangais de manger le chien. Les Kassaïens n'imposent pas aux Katangais de manger le chien. Ils mangent dans leur propre bouche. Et si vous, ça ne vous plaît pas, de même que le poisson ne vous plaise pas, ce n'est pas pour autant que vous vous attaquez à ceux qui mangent le poisson. Mais est-ce que vous l'avez compris? Moi on échange comme des intellectuels. Exactement. Moi, je réfléchis. Parce que quand on tourne, de fois, c'est que les gens oublient, quand on tourne comme ça une émission, on est dans le vif. Et c'est après, quand on revoit qu'on analyse. Exactement. Quand j'ai revu l'émission et j'ai analysé, pour moi, personnellement, je m'étais dit, c'est un choc culturel. Elle n'a pas dit, je l'ai suivi moi-même après, qu'elle vous interdit de manger les chiens. Je crois qu'elle n'a pas sorti ça de sa bouche. Elle a dit, le fait de le faire sur la place publique, sur la place de la Poste, choque certains. Oui. Je crois que c'est ça que moi j'ai compris. En intellectuel, oui, exactement. Que ça choquait ceux qui ne mangent pas. Peut-être vous pouvez le faire ailleurs, ou dans vos parcelles, comme vous avez dit, c'est dans votre bouche, donc dans vos parcelles. Oui. Je pense, hein, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la science infuse, c'est ça que moi j'ai cru comprendre. Exactement. Est-ce que c'est vrai, que vous avez fait cette même lecture que moi ou pas? Je fais la même lecture que vous, mais ce qui est choquant, c'est qu'on accuse la communauté au nom de l'individu qui le fait sur la place publique. Ce n'est pas pour dire que si un Kassaïen
tue un chien sur la place publique, c'est-à-dire il tue ses chiens au nom de sa communauté. C'est quelque chose qu'on ne devait pas faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut dire les proverbes que vous pouvez donner dépendent de temps et des circonstances. Voilà. Ce sont des choses à bannir, en fait. Exactement. Parce qu'un Kassaïen, c'est un seul, ou bien c'est deux, ou bien c'est trois qui le font sur la place publique, qu'il faut dire que non, il faut s'en prendre à toute une communauté. Ah, c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur que moi j'ai condamnée particulièrement. Ce n'est pas aussi, parce que je vous ai dit que Dominique, je la connais bien. Nous sommes dans plusieurs groupes sociaux et dans plusieurs groupes d'ailleurs, on l'a retirée parce qu'elle véhicule pareil message. Donc elle a une prédisposition dans ce sens-là. C'est comme ça que les gens font la lecture parce qu'on la connaît. Peut-être que pour vous, j'ai compris que c'était la première fois que vous l'avez réussi, mais elle a toujours véhiculé pareil message tout le temps. Je dis même que le même message que vous avez déjà donné, que moi j'ai apprécié, beaucoup ont apprécié, parce que construire chez soi, où est le problème? Mais c'est ça. Mais pourquoi les gens disent construire chez soi? C'est anticonstitutionnel, en fait, parce que la République démocratique du Congo, c'est partout chez nous. Moi, je peux aller construire au Kasaï, moi, je peux aller construire à l'Équateur, moi, je peux aller construire en Italie. Il y a plusieurs degrés de chez soi. Il y a plusieurs degrés de chez soi. Chez soi, c'est en République démocratique du Congo. Oui, c'est vrai. Chez soi, c'est dans sa province. Chez soi aussi, c'est dans son village. Je prends le cas. Moi et Dominique Mounongo, nous venons de deux provinces différentes, mais nous nous retrouvons au Haut-Katanga. Elle vient de Lualaba, moi je viens du Kasaï. Nous tous, on se retrouve au Haut-Katanga. De quel droit quelqu'un qui vient de Lualaba peut demander à celui qui vient du Kasaï que ici, ce n'est pas chez toi, par exemple? Parce que nous tous, on est étrangers là-bas. Parce que les provinces, il y en a 26 au jour d'aujourd'hui. Comment celui qui vient de Lualaba peut demander à celui qui vient du Kasaï oriental que tu n'es pas chez toi? Par exemple, ça. Et de deux, construire chez soi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire construire sa maison où tu dois habiter ou bien investir? Nuance, hein? Il y a une nuance à faire. Je suivis, si construire chez soi, c'est construire la maison où tu dois habiter, le Kasaï n'est pas un espace vide. Il y a des maisons où les gens habitent. Avant qu'ils commencent cet exode d'aujourd'hui, ils habitaient quelque part. C'est-à-dire qu'ils ont construit aussi chez eux. Et de trois, quand on construit, parce que Dominique Mounongo non plus n'a pas construit dans son propre village. Elle a quitté son village pour une autre ville. Elle-même d'abord. Parce que construire chez soi, c'est où chez soi? C'est dans sa province seulement? Pourquoi elle doit prendre seulement la province comme l'unité de séparation? Pourquoi elle ne prend pas le village? Pourquoi elle ne prend pas la ville? Chez soi, c'est où? Si chez soi, alors chacun doit rentrer d'abord dans son propre village. Aujourd'hui, Kinshasa a environ 15 millions d'habitants. Vous pouvez me dire que sur les 15 millions, combien sont de Teke Umbu? Donc, les Équatoriens, les gens du Sud Kivu, du Kasaï, ont le droit de venir à Kinshasa construire tous, mais les uns n'ont pas le droit d'aller construire dans une autre province. Si nous tous, au niveau de Kinshasa, d'abord, si nous sommes étrangers, entre guillemets, parce que ce n'est pas chez nous non plus, s'il faut construire chez soi, il faut rentrer dans son village, il faut laisser les Teke Umbu construire la Kinshasa. Et pour construire même, il faut qu'il y ait d'abord des préalables, que l'État qui doit assainir l'environnement. On ne construit pas n'importe où. Je ne peux pas aujourd'hui avoir $1 milliard et vous me demandez d'aller construire dans mon village là où le niveau de vie est de $1 par jour pour un habitant. C'est-à-dire vous me demandez en d'autres termes de m'appauvrir aussi. Tous ceux-là qui ont construit, ils ont construit peut-être dans les chefs-lieux de leur province parce qu'ils ont trouvé l'infrastructure que l'État ou la base que l'État a déjà assainie. Il y a des routes, il y a l'eau, il y a les courants. Maintenant, ils ont la facilité d'aller construire là-bas parce qu'on a déjà enseigné l'environnement. Mais pourquoi cet exode massif? C'est peut-être la question clé, la question essentielle. Pourquoi cet exode massif des Kassaïens vers le Katanga? Ce n'est pas seulement les Kassaïens, je ne veux pas de la stigmatisation, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a aujourd'hui, j'ai reçu un invité qui m'a dit, il y a plus ou moins à Djougou, en province de l'Ituri, toute la population est partie. Voilà, il y a des déplacés aujourd'hui dans la province de l'Ituri. Donc pourquoi ces déplacements, cet exode, même chez moi, du Kwilu vers Kinshasa, de Kisangani vers, ils prennent le fleuve, beaucoup vont de Mbandaka vers ici, Kisangani vers ici. Pourquoi l'exode rural? Exactement. Sous l'époque des Belges, on régulait l'exode rural. Pourquoi aujourd'hui on ne parvient pas à réguler l'exode rural? Il y a un problème de la faiblesse de l'État qui a des conséquences à long terme. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la conséquence de la gestion d'aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui attrape aujourd'hui, qui couche avec une femme qui attrape le sida. Les conséquences peuvent attendre 30 ans pour que ça puisse se produire. Particulièrement si je prends le cas du Kasaï, l'exode qui se passe aujourd'hui, c'est la conséquence du fait que durant la guerre de 1997-98 avec le Rwanda, l'effort de guerre... 97, l'entrée de l'AFDEL? L'entrée de l'AFDEL. Après l'entrée de l'AFDEL, il y a eu le Rwanda qui nous a agressés. À la guerre de 98, de 98, exactement, 2 août. Et le fort de guerre, le régime de temps de M. Laurent Désiré Kabila, le fort de guerre
je pense que l'Amiba, qui est le poumon économique du Kasaï, était beaucoup plus sollicité à cela, au point où, même du temps de Joseph Kabila, vous avez compris que la promesse qui a été faite au Kasaï, lui-même avait reconnu qu'il y a un problème de poumon économique qui est en baisse. C'est depuis cette époque-là que la chute ou le problème a commencé au Kasaï. C'est la chute de l'Amiba qui La chute de l'Amiba, parce que chaque province a un centre auquel tout le monde s'attache. Tant que cette société ne fonctionnera pas, parce que pour que les Kasaï oriental fonctionnent particulièrement, il y a 2-3 choses qu'il faut retenir. Il faut que l'Amiba soit debout, il faut que le chemin de fer soit opérationnel. CNCC. SNCC exactement, ainsi que la SNEL. Okay. Pourquoi la SNCC? Parce que si vous regardez la carte trop géographique, avec la exactement. SNCC, si vous regardez la carte géographique du Congo, la seule province qui n'a pas de frontières avec d'autres pays à l'extérieur, ou bien parmi les rares provinces, c'est les Kasaï. Mais il y a Angola, pas du tout. Ça, c'est le Kasaï occidental peut-être. Donc nous sommes au Kasaï oriental. Elle est enclavée partout par autant de provinces. C'est-à-dire le fait que la République ne produit pas les choses dont on consomme en interne, tout est presque importé. Pour que ça arrive là-bas, il faut que ça passe à travers beaucoup de provinces. Mais dès que ça entre au Congo, il n'y a pas de route praticable, il n'y a pas de chemin de fer. Parfois, ça arrive par avion et ça devient difficile. Et lorsqu'on peut demander aux Kassaïens de construire chez eux, je vous donne des exemples, pas des exemples, mais des évidences. Un sac de ciment, au moment où je vous parle, au Kasaï coûte $60. 60 $, un sac de ciment. Oh, et un litre de carburant, ça va être combien, ça? Je vous assure que c'est de la mer à boire. Alors, si moi, qui suis à Likasi particulièrement, je sais que les sacs de ciment coûtent $6. À Likasi, c'est 6 $. Exactement, parce que nous avons le ciment de Lubudi, de chez Maman et Namise qui arrivent là-bas, et nous avons beaucoup de sociétés qui produisent sur place. Vous me demandez de construire une maison en Mbujima, c'est-à-dire une seule maison construite en Mbujima, il veut dire 6 maisons construites à Lubumbashi ou bien à Likasi. Alors, il y a problème de choix et d'études du marché parce qu'on ne construit pas pour construire. Parce que pour que j'amène ces sacs de ciment-là, de Lubumbashi jusqu'à là-bas, ça doit aller par avion, ça n'ira pas par train, moins encore par route. Alors, il y a toutes ces réalités. C'est pourquoi je dis que la responsabilité incombe d'abord à l'État, qui doit assainir l'environnement pour permettre à ce que chacun puisse donner le plus qu'il peut donner à la République. Et tous ceux qui ont construit, même dans les provinces qui sont viables, on ne construit pas partout. Pourquoi les villages ne sont pas construits? Pourquoi on construit tous dans les chefs-lieux de nos provinces? C'est parce qu'on trouve qu'il y a la possibilité de viabilité. On trouve que les routes sont déjà tracées par l'État. On trouve que l'électricité existe déjà. L'eau est là. Et demander à quelqu'un de construire chez lui là où il n'y a pas d'eau. Comment je peux construire l'hôtel 5 étoiles là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de courant, là où il n'y a pas de route, là où il n'y a pas d'aéroport? Donc, la responsabilité incombe à l'État et ce sont des responsabilités à long terme, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce sont ces conséquences-là de l'impréparation ou de la mauvaise gestion qui sont en train de nous rattraper. Si à travers le pays, les uns quittent gauche pour aller à droite, les droites vont à gauche, c'est à la recherche de survie. On ne cherche pas à aller embêter les gens chez eux pour aller embêter leur culture. Non, ceux qui se déplacent, ils ne cherchent pas à aller faire du mal, ils sont à la recherche de la survie. Tant que vous êtes là, pour construire une maison, l'exemple que je viens de vous donner, il faut 60 $ pour un sac. Mais c'est ce que moi je disais aux gens. Il faut que le gouvernement essaie de canaliser cette population, nos confrères, nos compatriotes, pardon, qui quittent. Parce que ce sont des milliers qui viennent du coup. Exactement. Où vont-ils habiter? Les installations, l'école et tout ça. C'est à l'État maintenant de prendre le relais. C'est l'État de prendre le relais, de canaliser cela et faire en sorte que, par exemple, le programme que l'État, c'est vrai que ça traîne encore par rapport à 145 territoires. Si on fait de pareilles choses, et ce n'est pas ça qui va résoudre du coup, je pense que c'est à long terme qu'il faut encore attendre, ça permettrait à ce que chacun puisse se retrouver à l'aise là où il est. Un villageois n'acceptera pas que lui reste dans le village sans réseau de communication, sans courant, et que quelque part là à côté de lui, il y a les gens qui vivent correctement. Donc il faut assez qu'on puisse assainir l'environnement viable pour que chacun se trouve à l'aise chez lui où il est et qu'il pense que la même vie que je mène dans mon village, à côté de moi, c'est la même chose. Même s'il peut y avoir une différence, que cette différence ne soit pas trop prononcée, qu'on puisse diminuer ces écarts. Comme nous parlons des déplacements, vous avez suivi la toute dernière affaire réussie de Kagame avec le déplacement des émigrés, des exilés du Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la population congolaise se pose la question. Nous le savons, nous avons étudié que le Rwanda n'a pas beaucoup de terre, n'a pas beaucoup d'espace, que c'est la plus grande densité africaine d'ailleurs.
Et vous le savez, le Rwanda a toujours des visées expansionnistes, c'est connu. Alors ces gens qui viendront là-bas, où est-ce que le Rwanda va les caser? C'est vrai que ce n'est pas notre problème, hein, c'est pas notre problème, mais nous sommes voisins, comme vous l'avez dit, nous sommes voisins. Il y a toujours des retombées, il y a toujours des liens quelque part. Où est-ce qu'il va placer ces gens-là? Parce que même entre voisins, quand il y a 10 000 personnes qui viennent chez les voisins, vous allez vous poser la question, il y aura du bruit, il y aura ça chez moi. Alors, est-ce que la présence de ces immigrés au Rwanda, est-ce qu'il y aura un impact chez nous, en fait? Évidemment, il y aura un impact chez nous parce qu'en termes d'abord de densité, comme vous venez de dire, prendre toutes... tous les non-papiers, les jeter quelque part là-bas, c'est-à-dire que vous vous débarrassez de problèmes pour aller créer le problème quelque part. Au niveau où nous sommes, les problèmes concernent le Rwanda et l'Angleterre, comme vous venez de le dire, mais il y aura des implications aussi au Congo. C'est à ce niveau que les autorités doivent être beaucoup plus vigilantes pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser davantage nos frontières. Parce que les gens là qui sont sans papier, donc moi je pense que... Bien que ce soit des Syriens, parce qu'il a donné, Kagame a donné comme limite que ce soit ni Congolais, ni Burundais, en fait les pays limitrophes du Rwanda, aucun immigré. Et il va prendre les Syriens, les autres là-bas, mais... C'est toujours des immigrés. Hein? C'est toujours des immigrés. Au fur et à mesure qu'ils vont rester là-bas, au moment où vous serez distrait, au fur et à mesure, ils vont se rapprocher de chez vous. Au fur et à mesure, il y aura toujours des problèmes qui vont se poser. Moi, je crois que cette question-là devrait être traitée au niveau international pour que tous les pays limitrophes soient concernés pour comprendre qu'est-ce qui va se passer au juste et se fixer des limites. Mais nous sommes déjà dans cette communauté des pays de l'Est. Nous sommes déjà dans cette communauté, c'est vrai, mais cela ne suffit pas non plus parce que l'hégémonie rwandaise que nous connaissons depuis son temps n'a pas encore cessé, n'a pas encore faibli. Plusieurs fois, si vous suivez les déclarations du Paul Kagame lui-même vis-à-vis du Congo, ce sont toujours les déclarations qui frisent l'hostilité vis-à-vis du Congo. Donc, il nous revient à nous, d'abord, en tant que citoyens, de rester soudés sur cette question-là pour rester vigilants et regarder toujours avec une loupe ce qui se passe au niveau du Rwanda. Quoique d'abord, à ce niveau, ça ne nous concerne pas, mais nous devrons vivre pour des générations à venir aussi, savoir ce qui peut se passer demain ou après-demain et nous préparer en conséquence. Donc, je crois que nos autorités prennent cette question-là avec beaucoup d'importance pour que demain, on ne soit pas surpris. On ne soit pas surpris. Les élections aussi, chez nous, nous y revenons. J'ai déjà ouï dire qu'on risque de glisser vers un dialogue parce que les élections de 2023, ça ne sera pas du tout prêt. Hein. L'histoire risque de se répéter. Alors, je voudrais bien savoir, John Kolila, vous êtes pour un autre dialogue, puisque aujourd'hui, c'est ce qui se dit. On doit dialoguer parce que 2023, on n'est pas très sûr d'avoir des élections. Le dialogue en soi n'est pas une mauvaise chose. À tout moment, il faut dialoguer, mais à un certain moment, nous devrons regarder aussi notre histoire. Si aujourd'hui il faut dialoguer, ça sera, je crois, depuis notre indépendance, environ 60 années passées, ça sera le 26e ou 27e dialogue. Et oui, si vous comptabilisez depuis l'Ovanium, ainsi de suite, vous allez compter, oui, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, 26e ou 27e. Et qu'est-ce que tous ces dialogues-là ont donné comme résolution et pourquoi ces résolutions-là n'ont pas réussi? Donc, il ne suffit pas de dialoguer pour dialoguer parce que tous les dialogues, en principe, on aboutit qu'au partage de gâteau qui est le pouvoir ou ceux qui n'étaient pas au pouvoir cherchent à prendre certains postes, ainsi de suite. Je crois que ce n'est pas de ces dialogues dont on a besoin. Le dialogue, au moment où nous parlons, moi je pense que le véritable dialogue, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que, quoi qu'on fasse un dialogue en dehors de l'Assemblée, ce sont les mêmes personnes qui viennent au nom de leur parti. Au niveau de l'Assemblée nationale, tous les partis politiques sont représentés. Toutes les forces vives de la nation sont représentées. Pourquoi le cadre constitutionnel ne peut pas être utilisé pour qu'on aboutisse? Prenons le cas. Hier, j'ai suivi qu'on devrait débattre sur la question de la loi électorale. Voilà, nous y sommes d'ailleurs. C'est renvoyé à ce mercredi. À ce mercredi. C'est ça, on a demandé qu'on mette de côté le seuil. Hein. Vous lui donnez raison, vous partagez aussi cet avis? Vous avez été élu, non? Exactement. Par rapport au seuil ou par rapport... C'est quoi d'ailleurs? Expliquez un peu si vous avez une idée par rapport à ça. Je pense que les politiciens, nous sommes de mauvaise foi ou bien à 80% nous sommes ignorants de ce que nous sommes en train de vouloir. Nous ignorons beaucoup de choses, les politiciens. Les élections au Congo, c'est vrai que la tricherie peut exister, mais ce n'est pas dans l'ampleur où nous avons toujours dénoncé. Nous sommes victimes soit de l'ignorance, soit de la mauvaise foi de certains politiciens qui connaissent ce qu'il y a, mais qui ne veulent pas dire à la population. Toute élection dépend du mode de scrutin. Le scrutin n'est pas le même partout.
Au Congo, nous sommes dans un mode de scrutin qu'on appelle la proportionnelle. La proportionnelle. Dans la proportionnelle, quelqu'un peut gagner avec 200 voix, mais celui de 500 échoue. Ah bon? Oui, mais quand nous, politiciens, nous présentons la chose devant le peuple à la télévision, quand je fais 500 voix et qu'on ne m'a pas proclamé, je présente comme si nous sommes dans un mode majoritaire. Ici, au Congo, le mode que nous avons, c'est-à-dire, avant d'être élu député de manière individuelle, on regarde d'abord la liste sur laquelle je suis élu. On choisit la liste qui a plus de voix. C'est sur cette liste-là qu'on va choisir qui en est le premier. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça que celui qui a 200 voix peut gagner au détriment de celui qui a 500. Parce que vous n'êtes pas dans la même liste. Exactement. Et cela, nous ne disons pas cette vérité-là à la population, au point où, quand je présente que non, je fais 500, mais voilà qu'on a proclamé celui de 200, dans les communs des mortels, on comprend cela pour tricherie. Alors que c'est ça la loi que nous-mêmes avions adoptée. Soit de mauvaise foi, nous disons cela à la population, soit nous sommes ignorants. Et souvent, la plupart des cas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tricherie. C'est bien, selon vous, pour le Congo, c'est bien? La proportionnelle, tout dépend de tout. Il n'y a pas un mode qui soit plus meilleur que l'autre, tout dépend de ce que vous cherchez. Okay. La proportionnelle est meilleure dans un pays où il y a 600 partis politiques, parce qu'avec pareil mode de scrutin, ça permet aux partis qui sont faibles d'avoir au moins un représentant. C'est-à-dire que la représentativité est garantie même pour les partis qui n'ont pas suffisamment d'assises sur l'étendue de la République. C'est ça la chance. Parce que si on fait le mode majoritaire, il n'y a que les partis qui ont l'assise au niveau national qui seront représentés. C'est tant mieux, on ne peut pas avoir 600. On doit arrêter aussi avec ces 600 partis, John Kolela. Les Américains, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il n'y a que 3-4 partis qui ressortent chaque fois. Exactement. Tant mieux, non? Exactement. C'est aussi ça le côté positif de cela, mais tenons compte aussi de nos réalités. Nous avons non seulement 600 partis, mais nous avons aussi autant de tribus, autant de gens qui cherchent à être représentés avec le leur. Mais les partis ne sont pas tribales, que je sache. Dans une certaine mesure, les partis ne sont pas tribales, mais le vote souvent est tribal. Le parti, il n'y a pas un seul parti. La réalité sociologique, en fait. Exactement. Il y a une communauté qui est là, quand il n'y a pas un de leurs au niveau de l'Assemblée, et se sentirait un peu à l'écart. Il faut tenir compte de notre réalité sociologique pour dire quel est le seul, les modes qui nous convient. Alors, c'est à nous d'intérioriser ce que nous avons décidé ensemble pour l'accepter. Mais lorsque nous décidons, mais nous refusons d'accepter ce que nous avons décidé, ça devient un grand problème. La plupart des problèmes qui divisent le Congo, c'est parce que nous refusons d'accepter ce que nous tous, nous avons décidé de faire. Donc, si nous entrons dans cette logique-là, si nous nous aimons en tant qu'une nation, nous allons avancer. Le problème qui est là, même la constitution qu'on cherche à réviser aujourd'hui, ce n'est pas la constitution qui fait problème, c'est l'homme congolais qui refuse d'intérioriser ce que nous avons pris et levé comme option à suivre. Pour vous, la constitution ici est passable et potable. Hein? Donc, elle est potable. Il n'y a rien à changer un tout petit peu dans Je ne dis pas qu'il n'y a rien à changer, c'est une œuvre humaine qui peut avoir des imperfections, mais de manière générale, d'abord, le peu que nous divise jusqu'à ces jours, ce ne sont pas des choses qu'il faut changer du coup. Mais c'est à nous d'être capables d'accepter de suivre ces chemins-là. Ce qui nous divise aujourd'hui, c'est parce que nous refusons de suivre ces chemins-là nous-mêmes, parce que tout ce que nous allons prendre ne sera qu'une option à suivre. Si nous refusons de suivre l'option, même si nous changeons, que plus tard on refuse encore de suivre cette option-là, ça créera toujours des problèmes. La constitution congolaise ne cause pas problème, mais c'est l'homme congolais qui est inapte à s'adapter à ce que lui-même a décidé. John Kolela. Comme nous parlons des élections, nous allons en France. Le deuxième tour, je crois, ce sera le 24 avril, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que Marine Le Pen a-t-elle des chances d'être la nouvelle ou le nouveau président de la France? Et pourquoi cette montée des extrémistes? Cette fois-ci, c'est toujours, ça fait 2 fois, ou 3 fois déjà que l'extrême droite passe au second tour. Comment vous expliquez la montée des extrémismes en France? Oui, Marine Le Pen, c'est une dame que j'apprécie aussi par rapport à ses analyses. Vous appréciez Le Pen? Oui, je l'apprécie dans une certaine mesure étant qu'être humain. Okay. Elle a aussi des bonnes idées. Mais non, pas la personne, mais les idées quand même. Exactement, les idées, oui. Je crois que... quelle idée forte de Marine Le Pen qui vous marque? Qu'est-ce qu'elle dit qui vous a marqué, en fait? Je pense qu'il faut que l'Europe puisse être aussi à mesure de se défendre seule que de dépendre de grandes puissances ailleurs et peut assurer aussi sa défense par rapport à sa propre vision. Parce qu'au moment où nous parlons aujourd'hui, même en termes de défense, beaucoup plus l'Europe compte beaucoup plus sur les États-Unis en termes de l'OTAN. Mais au niveau de l'OTAN aussi, tout n'est pas aussi clair comme de l'eau. Avec cette guerre. Exactement, particulièrement ce qui se passe en Russie et ainsi de suite. Donc, je crois que... mais je penche beaucoup en ce moment pour Macron,
pour Macron parce qu'il y a au moins deux sujets qui sont très importants et qui touchent à l'avenir de l'Europe que Macron semble mieux maîtriser que la position de Marine Le Pen. Je crois qu'avec Macron, c'est vrai que le premier mandat, c'est toujours un mandat un peu difficile. La réélection a toujours été difficile que l'élection pour un président qui vient d'arriver au pouvoir, si vous regardez bien dans la plupart des cas. Mais je crois que Macron peut avoir beaucoup de chances de gagner cette élection que Marine Le Pen, quoique certaines idées sont fondées, certaines défenses sont fondées aussi en ce qui est en train de dénoncer Marine Le Pen par rapport à la gestion de Macron. Je vous sais, je donne coller l'approche de l'UDPS. Vous êtes d'ailleurs de l'UDPS. Je le suis, oui. Voilà. On m'a dit de vous poser carrément cette question. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi, notre président actuel, veut-il d'un second mandat? Oui, le président veut d'un second mandat. Sincèrement, je vous ai toujours suivi, vos critiques particulièrement vis-à-vis de ce régime. Et ce que nous devons savoir est que nous devons être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, de notre conscience et vis-à-vis de la population. Fils Moukoko a été très dur envers vous, hein, je l'ai suivi. Oui, Fils Moukoko a parlé à l'UDPS, non seulement Fils Moukoko. Moi, je me suis étonné de voir les gens être surpris de ce que Fils Moukoko a dit, parce que l'UDPS elle-même l'a toujours dit. Depuis 2019, l'UDPS a organisé des marches contre son propre régime lorsque ça ne va pas. Parce que chez nous, nous avons la culture qui dit qu'avant tout, la patrie avant les partis. Donc nous sommes d'abord Congolais avant d'être membres de l'UDPS. Okay. Et ce que nous avons toujours cherché, c'est le bonheur de tout Congolais, même s'il soit de l'UDPS ou d'ailleurs. Le chef de l'État veut d'un second mandat. C'est vrai que vous êtes un peu très sévère dans la manière de le juger, ou bien nous tous, citoyens congolais, nous sommes sévères dans la manière de juger, et ce n'est pas mauvais, c'est pour qu'il s'améliore. L'espérance qu'il nous a donnée, l'alternance qu'on nous a on a cru à l'alternance. Pour qu'il s'améliore davantage pour devenir le président dont le citoyen a besoin. Vraiment, ces critiques-là, je l'aime. Mais nous devons aussi, en regardant ce qui sont nos besoins, que nous attendons que ça soit résolu. Je veux avoir une maison, je veux avoir une voiture, je veux avoir de bonnes routes, je veux que mes enfants partent à l'école correctement, je veux avoir un bon salaire. Oui, ce sont des besoins. Mais face à ces besoins-là, il y a les moyens de l'État. Ce ne sont pas les moyens de poche que Félix doit sortir pour vous aider. Est-ce que ça manque, ces moyens de l'État? Ces moyens de l'État, c'est là où je ça ne manque pas, ça manque aussi. Avec les détournements, avec tout ce qu'on entend là. J'en arrive. Si aujourd'hui on parle beaucoup de détournement, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de détournement, mais c'est parce qu'aujourd'hui on a la facilité de dénoncer. Ce n'est pas qu'aujourd'hui il y a plus de détournement qu'hier. Hier, il y en avait autant, voire même au-delà, mais personne n'a dénoncé. Et même quand on dénonçait, on n'arrêtait personne. Et aujourd'hui, avec les structures qui sont en place et les citoyens dans la démocratie, ils ont le courage d'en parler. Il y a même une institution qui en dénonce. L'institution fait partie du régime, l'institution qui dénonce. Parce que l'IGF qui dénonce aujourd'hui, c'est même l'IGF qui était hier, mais qui ne parlait pas. Que vous combattez aujourd'hui, hein? Non, personne ne le combat. Le PS, au contraire, il a mon soutien. Moi, aujourd'hui, si Alinguet postule, je voterai pour lui. Je peux vous assurer. C'est parmi les personnes que j'apprécie beaucoup. Il le sait lui-même. Donc, et aujourd'hui, critiquer le président Félix, oui, c'est bien bon. Mais on critique parce que le bilan a le passif et l'actif. Le président travaille avec le moyen de l'État. Le budget qui est là, qu'il a trouvé, est de 4 milliards depuis qu'il est là. C'est vrai qu'en 2022, on estime un budget de 11 milliards environ. Mais nos besoins sont d'environ 100 milliards. Même vous, à la maison, vous avez les besoins de 1000 $, mais on vous paye au boulot 200 $. Il y a deux manières de vous juger. La première, vos enfants vont vous juger par rapport à leurs propres besoins. Je dois aller à l'école, on doit payer mon transport. Mais vous n'avez que 200 $. La deuxième, c'est de voir comment vous avez utilisé les 200 $ qu'on vous a donnés. Est-ce que vous avez pris de la bière, vous êtes entré à l'hôtel ou bien vous avez... C'est ça maintenant la grande question. Parce qu'on dit, permettez John Koulela, j'ai quelqu'un de l'UDPS avec moi, les dépenses fallacieuses, des dépenses inutiles, des dépenses qui vraiment émiettent le peu qu'on a. Sous d'autres cieux, au Ghana, ailleurs, on est en train de réduire le train de vie des institutions. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on réduit le nombre de ministres au sein du gouvernement. Pourquoi nous ne prenons pas de telles mesures pour réduire le train de vie des institutions et gérer le 200 $ qu'on a, au lieu de gaspiller le 200, le peu que nous avons. Des palissades qui nous coûtent 57 millions $, Parlement, chambre basse, chambre haute, des projets qui ne tiennent pas la route ou qu'on ne respecte pas, 100 jours, Chile-Gelou et tout ça, c'est l'argent dépensé, pas de suivi. Et comment la population peut-elle voir ou ressentir que Félix Tshisekedi a travaillé? Exactement, ce sont de très bonnes questions. Je parlerai des réductions des trains de vie.
Ne restons pas dans les principes. Maman, vous êtes ici responsable d'une chaîne. Vous avez 200 $ comme moyen pour gérer la chaîne. Vos besoins pour gérer, vos besoins mensuels sont de 300. Okay. Mais vous avez 200. Vous allez réduire les trains de vie de votre institution? Parce que d'abord, au départ, les moyens que vous disposez sont en deçà des moyens normaux. S'il faut acheter 10 stylos par mois, vous n'allez pas acheter 3. Réduire les trains de vie, en principe, oui, c'est bien bon de le dire, mais les trains de vie qui étaient à combien d'abord pour le réduire encore? C'est ça le problème. Il faut entrer en détail pour connaître les sensibilités et les détails de ces trains de vie. Une institution qui a le train de vie, parce que le train de vie, c'est-à-dire le moyen qu'on a pour gérer l'institution, qui demande les papiers, les rames de papier, les stylos, les ceci, l'encre, et ainsi de suite. Si d'abord, au départ, vous n'arrivez pas à atteindre les 100% de ce qu'il vous faut, comment on va réduire? Là où il faut 10 stylos, vous avez 7, mais on vous demande de réduire pour rester à 3, par exemple. C'est ça la question qu'il faut poser. Le principe, c'est bien bon de dire que partout on réduit. Mais on réduit de quoi? Par exemple, pour les palissades, prenons des exemples pratiques. C'est vrai que vous avez donné ça, c'est un peu abstrait. Oui. Prenons par exemple les palissades. Est-ce que c'était une obligation, est-ce que c'était une nécessité d'acheter autant de véhicules? Pourquoi ne pas, au lieu d'acheter un véhicule par exemple qui coûte 40 000 $, acheter un véhicule qui coûte 5 000 $? Est-ce que les députés sont tous obligés d'avoir des palissades? Est-ce que les députés ne peuvent pas rouler en IST ou en catch? Dites-moi. Parce que la fonction du véhicule, c'est se déplacer. Exactement. Alors pourquoi dépenser pour une Hyundai qui coûte 40 000 ou 50 000 $ ou acheter une Peugeot ou quelque chose qui coûte 5 000 $? Exactement, par rapport à cela. Que les gens se posent. Exactement, parce que parler des principes de donner les véhicules, sans parler d'abord des palissades aux députés, toutes les années, même nous, quand nous étions députés, on en a eu. Il n'y avait pas de polémique sur cela. Mais vous avez payé. Je sais que vous en avez mangé. Exactement. Vous avez payé petit à petit. Exactement, oui. Mais ça, ce sont des dons, non? Bon, par rapport à cette nature-là, dons ou payés, ça, moi, j'ignore parce que je ne suis plus député. Je ne suis pas entré dans un débat que j'ignore les tenants et les aboutissants. Là, vous fouillez la question. Ce n'est pas que je fouille la question. Le président Bosso l'a dit, c'est un don. Prenons, je vais entrer là pour ne pas fuir la question, comme vous le dites. J'entre dedans. J'entre dedans. Pour ne pas dire que je fais la question, parce que chez moi, il n'y a pas de tabou. Okay. Bon, si le chef de l'État fait un don au député avec son argent, parce que faire un don ne veut pas dire qu'on prend l'argent de l'État. C'est-à-dire qu'on prend son argent à lui et il le fait un don. Comme le président a 57 millions de $ comme ça, cash. Non, je parle des principes d'abord. Okay. Je parle des principes. C'est vous qui avez dit que c'est un don. Okay. J'entre dans vos mots. Okay. Sans savoir l'origine de cet argent. Okay. Vous avez dit que c'est un don. Un don de qui? Un don du président au député. Si le président prend son argent à lui, fait don à qui il veut, en quoi ça me concerne moi? C'est comme toi aussi, en sortant d'ici, tu peux faire don à qui tu veux. C'est ton argent, c'est toi-même, tu sais comment tu l'as eu, en volant ou bien en travaillant. Ça ne me concerne pas. Mais au moins, vous avez dit que c'est un don. Un don ne signifie pas qu'on a puisé dans les caisses de l'État. C'est-à-dire que pas forcément. C'est-à-dire que quelqu'un a pris dans sa poche par rapport à ses moyens qu'il a reçus, je ne sais pas n'importe quelle manière, et il en a donné. De même qu'il a donné aux prêtres, de même qu'il a donné à certains pasteurs, de même qu'il en a donné aux députés. Par rapport à la somme, on ignore d'où vient l'origine de cette somme-là. Alors, le projet, je prends le projet 100 jours parce que vous en avez aussi évoqué. Qu'est-ce qui reste des projets 100 jours qui n'est pas fait à ce jour? Tout est fait? Je ne dis pas que tout est fait. La majeure partie est faite? J'estime, oui, que la majeure partie est faite parce qu'en ce qui concerne l'amiba, en ce qui concerne une ferme dans les Kasaï, en ce qui concerne les sautes-moutons, la grande partie qui n'est pas faite, c'est en ce qui concerne par exemple les maisons préfabriquées. Mais quand vous prenez que sur les 100% qui a été prévu pour cela, si on a fait 70%, moi je pense que mission réussie. On peut dire, puisque 70% c'est déjà une réussite, mais ce n'est pas totalement réussi. Et là où il y a les problèmes, prenons les cas de 100, les cas de maisons préfabriquées, si ça n'a pas été fait parce que l'argent était détourné, la différence que l'UDPS fait avec les autres, c'est ce courage-là de saisir la justice pour que la justice fasse son travail. Ne confondons pas les choses. Du temps de Mobutu, c'était la dictature, nous étions dans un État unitaire centralisé. C'est-à-dire quoi? Le chef de l'État avait le pouvoir de donner les injonctions, par exemple, à un gouverneur. Pourquoi? Parce que le pouvoir du gouverneur ne venait pas de la Constitution, mais de l'ordonnance du chef de l'État lui-même.
Mobutu avait ce pouvoir-là de dire à un gouverneur, ne faites pas ça, parce que c'est lui qui l'avait nommé sur ordonnance. Au jour d'aujourd'hui, il faut comprendre que les choses ont évolué. Le pouvoir du gouverneur ne vient pas de l'ordonnance du chef de l'État, mais de la Constitution. Et le chef de l'État et le gouverneur ont une même source de pouvoir. Personne ne peut donner l'injonction à l'autre. Ok. Cette différence-là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'État régionaliste. C'est-à-dire le pouvoir du gouverneur vient de la Constitution. Et à ce niveau-là, lorsque chez nous, durant notre régime, on vole, on dénonce. Vous trouvez même les gens de l'UDPS comme Fils Mkoko que vous venez de féliciter, ils dénoncent. Nous-mêmes, nous dénonçons. C'est ça être citoyen. C'est pas là d'abord, vous devrez les capitaliser pour dire qu'au moins, il n'y a pas de fanatisme, on n'applaudit pas n'importe quand. Au moins, il y a les gens même du même camp, quand ça ne va pas, ils ont le courage de le dire de la place publique et on a le courage de saisir la justice contre nos propres enfants. Ok. Et par rapport à Vital Kamerhe, parce que le temps, nous courons derrière le temps, Vital Kamerhe, beaucoup disent qu'il serait probablement blanchi, que son casier judiciaire va redevenir vierge et qu'il serait probablement le prochain Premier ministre. On connaît la RDC, quand ça se dit comme ça, il y a toujours... le fil d'information quelque part, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Que le président a vraiment besoin de Vital Kamerhe, surtout pense pour l'électorat de l'Est de la République, hein? Non, je pense que pour moi, le président, tel que je le connais, ce n'est pas quelqu'un qui peut cajoler les gens tout simplement parce qu'il veut être réélu. Nous prendrons le risque même d'échouer si c'est nécessaire, mais pourvu que chacun fasse correctement son travail. Moi, il a dit le chef lui-même que Vital Kamerhe, comment on dit, c'est un homme intègre, tout ça, vous avez suivi? Oui, maman Paulette. Même moi, je peux parler de vous ainsi, mais cela ne veut pas dire que si vous êtes un homme honnête, intègre, c'est-à-dire que vous êtes bon en 100%. Ceux qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui ne sont pas plus méchants que moi et toi. Peut-être que moi et toi, nous avons réussi à cacher nos... Surtout ceux de l'Union sacrée sortent souvent. Hein. La prison n'est qu'un passage obligé pour blanchir. Je vais arriver à cette question. Moi et toi, nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui sont en prison. Peut-être que nous deux, nous avons réussi à cacher nos infractions que l'État n'a pas encore découvert. La seule différence avec ceux qui sont en prison, c'est parce qu'on a découvert le leur. Et que dire que ceux qui sont de l'Union sacrée sortent de la prison, madame, je pense que nous devrons aller au-delà de notre manière de voir les choses. Qui du FCC est en prison pour qu'il ne sorte pas? Depuis que Félix est au pouvoir, jamais on n'a arrêté un seul membre. Parce que les gens parlent même dans les réseaux sociaux qu'il y a acharnement. Un seul membre du FCC qui est en prison pour avoir mal géré du temps de Kabila, il n'y en a pas un seul. Tu ne peux pas me citer un seul. Il est vrai que Matata est dans la procédure de la justice. Devrons-nous empêcher la procédure? D'ailleurs, il a écrit une énième lettre. Exactement, oui. Mais il n'y a pas un seul membre du régime passé qu'on a arrêté pour trouver des gens, à part lequel que 2 ou 3 qui sont là pour des problèmes d'outrage au chef de l'État. Il n'y a pas un seul membre du FCC ou de l'ancien régime qui est en prison à ce jour. Et tous ceux qui sont en prison ou qu'on a déjà élargi, ce sont les membres du CACH ou de l'UDPS. Depuis que Félix est au pouvoir. Kamerhe, c'est CACH. Si vous prenez Eteni, c'est UDPS. Tout cela que vous pouvez compter aujourd'hui, c'est CACH. Nos propres enfants. C'est pour vous dire que nous sommes là en train de dénoncer. Mais ils sont dehors. Ils sont dehors, oui. Un d'abord, il y en a qui est dehors et pour quelle cause? La grâce présidentielle. Quand le chef de l'État prend une grâce présidentielle, il ne prend pas une grâce présidentielle au nom d'un individu. La grâce présidentielle, on énumère les principes. Et la grâce présidentielle, ne voyez pas seulement les politiciens qui sortent, mais regardez sur l'étendue de la République. Et ceux qui sont dehors, pour la plupart, ce sont des gens qui ne sont pas blanchis, mais les gens qui ont obtenu la liberté provisoire. La liberté provisoire n'est pas un régime que l'UDPS a créé. Et Jacques Ndala, par exemple, pourquoi il ne sort pas? Et s'il ne remplit pas les critères qui sont... La grâce présidentielle... La grâce présidentielle, on ne fait pas pour Jacques Ndala. La grâce présidentielle, on fait comme ça. Peut-être que les gens ne comprennent pas. Expliquez un peu. Je peux expliquer. Je vous en prie, oui. Le chef de l'État, quand il prend une grâce, il ne dit pas Jacques Ndala doit sortir, Paulette Kimuntu doit sortir. Non. Il dit par exemple que telle personne qui a commis une telle genre d'infraction et qui a déjà consommé par exemple 6 mois de prison, ou la moitié de sa peine, on énumère le principe. Cette décision-là arrive au niveau du ministère de la Justice. On regarde qui entre dans les critères et c'est celui-là qu'on va sortir. Donc Jacques Ndala n'entre dans aucun critère aujourd'hui. Jusqu'à présent, je ne crois pas. Donc il est question de critères. Membre d'ensemble? Non, quand on prend... Parce qu'il n'y a pas que Jacques Ndala qui est membre d'ensemble.
Est-ce qu'à l'ICASI, vous savez combien de membres d'ensemble étaient aussi en prison, peut-être qui en ont bénéficié? Parce que peut-être nous, ici à Kinshasa, nous nous limitons à Kinshasa, nous regardons les gros poissons que vous connaissez. Est-ce qu'il n'y a que les gens de Kinshasa qui sont arrêtés? À Lubumbashi, il n'y en a pas d'autres. À Kisangani, il n'y en a pas les gens d'ensemble qui étaient peut-être qui ont bénéficié. Il faut avoir une vision élargie sur l'étendue de la République. Aujourd'hui, Jacques Ndala, si on en parle, c'est peut-être parce qu'il est à Kinshasa, il est membre cadre d'un grand parti. Mais les ministres que vous ne connaissez pas par le nom, ils sont combien? Ils ne sont pas d'ensemble, ils ne sont pas de l'opposition, ils ne sont pas du FCC. Donc nous limitons notre vision à Kinshasa aux gens que nous connaissons. Nous ne regardons pas les autres, eux peuvent mourir comme des fourmis dans la forêt, personne ne peut demander. Donc soyons honnêtes, soyons sincères vis-à-vis de notre propre conscience et regardons la chose dans son ensemble. Il y a des principes, si Jacques Ndala n'a pas obtenu, mais Moïse en a obtenu une grâce. Est-ce que c'est mauvais? Si Joe Mindongala en a obtenu une grâce, est-ce que Willy Bakonga, il a obtenu une grâce? Ceux-là, ce sont ceux-là que vous connaissez. Mais lorsqu'on prend une grâce, vous voyez 3-4 personnes de Kinshasa, alors qu'il y en a 1000 qui sont sortis à l'Ikasi, il y en a 2000 peut-être à Kisangani, et qui sont de ces partis-là. Alors c'est ces visions-là que moi je veux communiquer, qu'on ne soit pas limité, qu'on voit la République dans son ensemble. Et de là, je reviens au projet. Tout le projet qu'on a mis en place, on met un projet aujourd'hui, 2 mois, 3 mois après, on commence à se plaindre que ça n'a pas abouti. Mais avant de vous plaindre qu'un projet n'a pas abouti, demandez-vous combien de temps on a donné à ce projet-là. Vraiment, tu les jures. C'est combien de temps? C'est 18 mois. Et aujourd'hui, on en a consommé par exemple 7 mois. De quoi vous vous plaignez? Parce qu'on n'a pas encore consommé 18 mois. Donc on doit attendre le timing, même ceux de Mouto, ça a dépassé le timing. Hein? Oui, ça peut dépasser le timing compte tenu de certaines réalités qu'il y a eu. Ça c'est vrai. Mais dépasser le timing ne veut pas dire que le projet n'a pas réussi ou bien n'a pas abouti. Prenons le cas zéro trou. On projette le projet zéro trou. 2 mois, tout le monde se plaint parce qu'il n'y a pas l'engin sur son avenue. Est-ce qu'on va mettre l'engin sur l'avenue de chacun le même jour pour que 3 jours après, tout le monde soit satisfait? Lorsqu'on met les engins sur une avenue qui peut travailler pendant 1 mois, terminer, aller sur l'autre avenue, pourquoi on ne peut pas être patient pour attendre que non, demain ce sera notre tour? Cette patience-là, c'est-à-dire, nous sommes dans la logique de l'immédiateté. Si on dit la chose parce que mon avenue a beaucoup de trous, je veux que ça soit immédiatement chez moi-même. Mais lorsque on arrange une avenue à Bandal, on n'arrange pas pour les habitants de Bandal. On arrange pour tout Congolais qui y passera un jour. Il faut avoir cette vision-là d'ensemble pour le vivre communautaire. Lorsqu'on est en train d'arranger ton avenue, ce n'est pas pour toi qui habites sur cette avenue, mais pour moi aussi parce qu'un jour, je passerai avec mon véhicule par là. Alors, il faut avoir une vision globalisante, de sorte que nous puissions comprendre que quand on fait un projet, ce n'est pas dans 1 mois, ce n'est pas dans 2 mois, mais soyons patients pour dire qu'aujourd'hui, c'est la route bypass, demain, ça sera une autre route, le lendemain, une autre, jusqu'à ce qu'on va terminer. Merci beaucoup. Et nous, on a terminé aussi. On a terminé, on va terminer. John Kolela, merci. En tout cas, la porte vous est ouverte pour vraiment des si belles analyses. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, moi, je retiens toujours les phrases clés de mes invités. On ne peut pas réfléchir tous de la même manière, mais on peut avoir des contradictions dans le respect mutuel. Vous avez entendu ces positions, c'est ce qu'on veut. Du choc des idées jaillisse la lumière. Merci à John Kolela d'être passé. Et moi, j'ai bien compris cette histoire de proportionnel et de trucs. Deux fois, je ne comprenais pas trop bien. Dans des termes simples comme ça, on comprend ce qui se passe. Merci à vous. Restez-nous fidèles et on va se revoir très, très prochainement. Merci, madame. Merci.